se retrouve pour notre premier épisode sur la gestion de son image et la confiance en soi. J'ai décidé d'inviter un copain de qualité. Une personne que j'apprécie beaucoup et que je respecte, qui est du vestiaire de Gigi. C'est un styliste de qualité qui a su attirer mon attention sur les réseaux sociaux par la maîtrise de son image et surtout le fait qu'il est toujours, on a l'impression qu'il est toujours au bon moment et au bon endroit. En fait, vous l'aurez compris, Gigi c'est une personne qui sait gérer son image et qui arrive à exceller et à briller dans la gestion de son image et surtout dans la confiance en soi, et ça se résulte et ça se matérialise sur ses réseaux sociaux. Je crois qu'il est arrivé. Vous êtes prêts? Hello, hello Gigi, bienvenue. Le pain est là. Sur pain sur la table, notre pain de qualité. Un pain vraiment. Pain bio. Made in quoi? Made in Congo. Made in Congo. Congo, un pain de qualité quoi. Quand tu as amené le pain, j'avais vraiment besoin du pain. Il est là. Je peux pas faire de pain perdu sans le pain. Il est là. Comme on dit chez nous, ma part. Bah quoi? Ma part. Y'a goût. Il y a goût, hein. Y'a goût. Je vais t'essayer de te débarrasser quand même. Ouais. Je te propose un truc à boire ou ça ira? Ouais, vas-y, avec plaisir. Qu'est-ce Toi aussi, je pouvais pas te dire ça ira. Non. Pourquoi? Parce que. Non. Alors, j'ai du jus et du jus. Du jus. Du jus, hein. Ouais. On va commencer notre petite recette. Et avant ça, c'était important pour moi de t'inviter parce que je sais que j'ai compris de ce que je vois en toi sur les réseaux, qui est vraiment une personne qui a cette intelligence où on arrive à te voir partout au bon moment et en même temps, on te sent quand même très inaccessible. Et du peu que je sais de toi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de ton image. Et ce qui est intéressant pour moi, je voulais absolument que tu viennes parce que je ne veux pas qu'on se concentre sur les vestiaires de Gigi parce que je sais que et je pense que derrière les vestiaires de Gigi, il y a une histoire, il y a un parcours, il y a une évolution. J'aime toujours dire que avant d'arriver à un point Z, il y a d'abord le A, B, C, D. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse ma communauté, c'est que vous sachiez comment il est devenu les vestiaires de Gigi et par quel chemin il a emprunté pour devenir les vestiaires de Gigi. Bien sûr. Alors, Mais tout d'abord, c'est bien parce que t'as dit les, et pas le. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de vêtements quoi. exactement. Tu sais qu'il y a beaucoup de vêtements déjà, c'est que. On va reprendre depuis le début. Parce que même si c'est une seule personne, c'est une identité. Mais. Vas-y, attends, je laisse passer. Tu vois. Le plus il est balèze, hein. Ouais. Wesh. Un kilo de qualité. Balèze quand même. Faut être fit, hein. Donc voilà, pour me présenter, moi, Eric Lema Junior, fils du couturier Eric Lema Senior. Ça veut dire que quoi, j'ai 29 ans aujourd'hui. Ok. Et, ouais, comme tu le sais si bien, je suis styliste et j'ai fondé ma marque de vêtements spécialement dans le tailoring, c'est-à-dire dans le costume. Donc pour faire simple, styliste. Je suis pas un big designer, mais voilà, styliste, ma marque de vêtements. Et puis un amoureux fou de la mode. Si on veut dire ça, clairement. J'aime bien que tu te définisses en tant que styliste parce que j'ai fait un peu des recherches quand même. Je voulais mettre un culte. J'ai fait des recherches dans les émissions. Il y a une émission qui est passée. Tu as dit oui, tu es styliste. Je dis non, je ne suis pas styliste. Je suis un styliste junior. Exactement. J'aime pas dire que je suis styliste, tu vois. Et ça, je déteste. Pourquoi T'as dit quoi? Maintenant, tu te présentes en tant que styliste. Ouais, faut le dire. Faut le dire. Non, c'est important. C'est important, faut le dire. Faut pas se cacher en fait. T'as vu? Comme mes frères m'ont dit, voilà, tu vois, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tu vois. Non, en fait, je refuse parce que je considère aujourd'hui, avec tout ce que je suis en train d'accomplir, que j'ai un minimum de valeur. Tu vois? Je sais ce que je vaux, je sais de ce dont je suis capable. Donc, on va pas se cacher. Aujourd'hui, on considère et je considère que je fais du très bon boulot. Donc, oui, je suis styliste. Les deux pieds dedans et les deux mains aussi. Clairement.
Ok, mais tu penses que, parce que là tu vas parler du syndrome de l'imposteur, comment ce syndrome a pu apparaître? Est-ce qu'il était là déjà bien avant ou Non, il est arrivé là en fait. Tu vois, quand tu commences à avoir une certaine exposition, Ok, les gens ils commencent à te complimenter, t'as toujours peur du revers de la médaille. Tu d'accord. vois, c'est-à-dire que quand t'es exposé comme moi aujourd'hui qui le suis, Mhm. t'as les bons Comment côtés. penser s'il te plaît? Bien sûr. Tiens. Tu vois, t'as les bons côtés et les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est-à-dire que les gens commencent à voir ton travail, ils commencent à voir que tu as un certain talent, un certain don. Donc forcément, c'est plaisant. Mais quand tu crées des looks pour des gens, que tu crées des styles et que forcément c'est pas en adéquation avec ce que le public attend, ou que même la personne qui t'a engagé attend, c'est ça les mauvais à côté. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu commences à dire que ah, est-ce que je suis réellement styliste? Donc moi, vu que je débutais un peu dans le truc et que forcément, j'avais pas accompli autant de choses que j'ai accompli maintenant, ces derniers mois, j'étais en mode ouais, je débute. Mais en vrai de vrai, la réalité, ça, si je suis styliste, en fait, je peux pas me mentir à moi que ouais, je suis styliste junior. Donc forcément, il y a cette crainte-là, cette peur de se dire que la peur de recevoir les mauvais côtés. Mais tu vois, d'un côté, je me suis dit, je prends moi, ma personne. J'ai un style assez atypique, donc polyvalent. Autant je peux être simple, autant je peux être très décalé. Je fais pas l'unanimité. Mais aujourd'hui, c'est moi. Donc en vrai de vrai, moi, je m'en fiche. Tant que je sais que je considère que je fais du bon travail, le reste, ça m'est égal. Bien ça, c'est vrai, dans le style, c'est la même chose en fait. Si tu considères que tu as fait du bon travail, c'est pas grave. Chaque critique que je reçois, qu'elle soit bonne ou négative, elle me permet de me réveiller. Et comme je dis souvent, tu vois, la vie est un éternel recommencement. Si Dieu te permet de pouvoir te lever le lendemain, ça te fait encore mieux que hier. Donc, tu vois, donc c'est clairement ça. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai pas peur de me cacher, de me dire que je suis styliste. Du tout. Mais est-ce que tu es né styliste? Parce que je me dis que tu es quand même un fils d'eux, faut se dire la vérité. T'es quand même un fils d'eux. Est-ce que, en plus, un fils d'eux et tu veux impacter, tu rentres dans les pas de ton père. Ça veut dire que tu rentres dans une sphère où déjà ton père c'est quelqu'un de connu, c'est une personne qui est respectée et qui est confirmée par son travail. Il a travaillé avec des grands. Et toi, tu rentres, tu dis oui, moi aussi je veux me lancer dans ça. J'aime bien cette expression que j'ai inventée, qui dit que un lionceau, né futur lion, fils d'un lion, mais c'est à lui de faire ses marques. Dans le sens où un lionceau, quand il est bébé, tout le monde sait que ce soit les girafes, tout le monde dans la savane sait que okay, c'est le fils du lion. Mais lui, en tant que lionceau, il ne sait pas encore qu'il a une domination sur les autres animaux. Et je me dis, en tant que fils de, tu sais que tu es le fils d'un tel, mais tu veux enfin, je pense que dès le début, depuis que tu es petit, tu as toujours cette flamme, ce désir d'impacter dans la mode. Après, tu nous expliqueras ton parcours. Tu as toujours eu ce désir d'impacter dans la mode, mais est-ce que à un moment donné, tu n'as pas été confronté à un ah, mais tu es le fils de, tu n'as pas la crédibilité, tu n'es pas apte à faire ça? Bonne question. Car moi, je vais m'asseoir même. Ça mérite que je m'assoie. Bonne question. Alors, faut faire ça bien. Moi, le temps perdu, j'aime beaucoup. Déjà, c'était toi qui devais faire. C'est toi qui m'as dit. Comme je suis le premier invité de ta nouvelle émission, ça mérite que tu me montres ton pas perdu. Et t'inquiète, au final, moi, je te ferai mon pas perdu. T'as vu? Final episode. Je te ferai mon pas perdu. Là, laisse-moi profiter de ta main. Ok. Donc voilà. Profite. Donc, pour parler clairement, j'aime la mode depuis que je suis né, tu vois. Ok. Donc, comme je dis souvent, ça c'est la réalité. Tu vois, moi je suis né dans la mode. J'ai baigné dedans. C'est-à-dire que je crois que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, je suis sorti du ventre de ma mère avec le magazine GQ. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous habillait très très bien. Tu vois, chaussures en coco, tout ça. Parce qu'il faut savoir que mon père n'est pas seulement couturier, mais il est aussi boîtier. Donc j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir porter ses chaussures, tu vois, donc c'est-à-dire que tout ça, vraiment, comme je dis, je suis vraiment un amoureux fou de la mode avant d'être styliste. Moi, j'avais jamais pour objectif de base d'être styliste. Moi, t'as vu, je suis comme tout jeune du 91. Tu viens de te prendre? Ouais, okay. C'est ma base. Oh, je peux pas oublier, t'as vu. Aujourd'hui, ma fierté, c'est de le faire, tu vois, je suis fier d'en devenir parce que tu vois, aujourd'hui, avec tout ce qui se dit par rapport aux jeunes de quartier,
moi je suis fier de dire que tout ce que j'ai accompli, tu vois, et ben derrière ça, les gens qui me suivent et qui savent d'où je viens, et ben c'est une réussite. Ok. Donc pour te dire que moi j'ai grandi avec ma passion pour le foot, tu vois, clairement. D'accord. Pour moi, j'avais ce rêve-là comme tout gamin de dire que ouais, un jour je serais footballeur, pro, tout ça, nanana. Donc ça fait que très tôt, moi, c'était le sport. C'est vraiment loin de la mode. Exactement, tu vois. Mais tu vois, t'avais comme cette vie de dire qu'un jour je serais connu. Je voyais déjà les dickies de ma demi-sœur, tu vois. Je te dis la vérité, je vais piquer ces dickies, paire de converse, petit pull foubou. Tac, 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 j'arrive au collège, je dis ah ouais, le mec il est déjà en place, tu vois. Parce que comme ma sœur, elle était une danseuse hip-hop, donc ça fait que j'arrivais un peu à fouiller un peu dans son placard. Après, tu prends aussi de l'autre côté mon daron, un savant fou de la mode, tu vois. Quelqu'un, un amoureux de fou de la mode comme son fils, tu vois, mais lui vraiment, il a mis son savoir, tu vois, au service des autres. Et je pense que derrière ça, même s'il ne m'a pas confié les mains, il m'a confié le cerveau. Tu vois, ça fait que pour moi, c'était assez facile de pouvoir savoir m'habiller. Et de l'autre côté, tu vois, comme je disais là, je te parle de mes inspirations, je parlais de ma mère. Ma mère, c'était l'élégance, chic, classe, elle a laissé personne indifférent. C'est-à-dire que moi, tu prends tout ce petit packaging, tu vois, dans ma jeunesse, qui font que ça fait voilà le début, la genèse du vestiaire de Gigi. À un moment donné, dans ton parcours, ce qui m'a interpellé, c'est que on a grandi dans un quartier. La mode, c'est souvent le milieu prédominant où on assimile ça toujours aux femmes. Et du coup, le fait que tu t'es dit, ok, maintenant je vais suivre les pas de mon père, je vais rentrer dans le foot. Est-ce que t'as pas subi des moqueries, des choses dont... Non, regarde, je vais te parler de la suite de mon parcours, entre guillemets, de qui est vraiment Eric. Moi, t'as vu, comme je t'ai dit, il y a le foot, mais il y a la mode. Après, quand je dis la mode, c'est... tout le monde aime les belles choses. Tu vois, tout le monde aime être bien habillé, tu vois. Donc, avant de plaire aux autres, c'est se plaire à soi-même. Mais après, tu sais, depuis que je suis petit, on m'a toujours convaincu que si tu veux qu'on te donne la parole, tu veux que les gens te donnent de l'intérêt, il faut que ton côté artistique, tu puisses te cacher, tu puisses vraiment l'enfuir. Et ça a impacté ma jeunesse, tu vois. Ça a impacté la manière dont j'étais, ma confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai avancé, où je sentais que... Parce que l'art, comme tu l'as dit, c'est dans ton sang. C'est dans ton sang, c'est en toi. Et moi, c'est la même chose. Tout ce qui est de domaine artistique, c'est en moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais confronté dans... Je voulais faire quelque chose, après c'est... Calme-toi, le daron. Et même pas le daron, c'est une disait, t'as pas cette crédibilité. T'as pas cette crédibilité. Et ça jouait beaucoup sur ma confiance en moi. Tu vois? Parce que quand à chaque fois les gens me montraient ah mais ça c'est bien, ah tu fais ça bien, j'étais en mode non, détends, tu vois. Et ça a beaucoup joué avec ma confiance en moi. Et ce qui est, je trouve, très intelligent chez toi, c'est que tu t'es pas arrêté aux petits défauts physiques que tu as eu, tu vois, aux choses qui te complexaient. Parce que moi, mon complexe, c'était pas mon physique. Mon plus grand complexe, c'était le fait que j'ai un sens très aigu de la mode, tu vois. Et c'est ça mon plus grand complexe. Et c'est ça qui m'a fait me taire. Mais toi, tu as su utiliser ton complexe pour te motiver et réussir à ouvrir ta bouche et à t'imposer. Et c'est ça que moi je me dis, comment tu as fait? Mais comment te dire? Mais déjà, regarde, si je peux te permettre, tu vois ce que tu es en train de faire déjà, c'est exceptionnel. Tu es en train de faire un projet, tu es en train de réaliser ta première émission. C'est-à-dire que aujourd'hui, peu importe ce que les gens t'en font, c'est toi, c'est ta volonté. Et ça pour moi, et ça, pour ça je te félicite parce que moi je parle toujours que si tu veux réussir quelque chose, ça part de la volonté. Quand tu veux, tu peux. Rien ne peut t'empêcher de réussir quand tu as la volonté. Moi, tu as vu, j'ai parlé de mon parcours. Mais en fait, tu sais, souvent les gens se limitent au fait, oui, les fils d'eux, c'est trop facile pour eux, les choses sont faciles pour eux. Et moi, pour moi, non. Les fils d'eux, au contraire, ils sont confrontés à des défis qui sont hyper grands et hyper compliqués parce qu'à chaque fois, en fait, ils rentrent dans un combat, mais pas un combat contre eux, mais contre l'image de leur père ou l'image de leur mère. Tu vois? C'est vrai, je te dis que à quel point, ce qui est bien, à quel point la nature fait bien les choses, parce que, regarde-moi, le premier combat que j'ai, c'est que moi je suis le fils aîné. Ok. C'est-à-dire que je suis le premier de ma fratrie. Tu vois, j'ai 3 petits frères derrière moi. T'as vu, mais même père, même mère, on est 2. Okay. Moi et mon petit frère.
Tu prends mon petit frère, il a rien à voir avec la mode. Il fait de la boxe taille. Ok. Tu vois, il est pro aujourd'hui, il fait de la boxe taille. Il y a que moi qui a, entre guillemets, pour dire chez nous, on est malade, on a dit le colo. Tu vois. Donc c'est-à-dire que déjà, il y a cette partie-là où je me dis que c'est un soulagement, on peut me dire que, pas parce qu'on est fils d'eux, que tous les enfants soient dedans. Tu vois. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelqu'un qui peut, entre guillemets, transmettre l'héritage que son père est en train de laisser. En étant en classe 11, j'ai eu un parcours, on va dire, assez atypique. Ça veut dire que très tôt, je sombre entre guillemets dans la délinquance, même pas entre guillemets, mais clairement il faut le dire, je sombre dans la délinquance. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, à ce moment-là, même pas dans les yeux de mon père, il y a une certaine déception. Il te dit voilà, j'ai une réputation à tenir, mon fils est délinquant, tu ne manques de rien, on vit dans une belle ville, t'as un appartement, tout ça. Mais pour ne pas forcément rentrer dans les détails de ma vie privée, tu vois, parce que je considère que il y a certaines choses qui se gardent pour soi. Exactement. J'ai eu une enfance assez difficile où j'ai été éloigné de ma mère pendant pas mal d'années. Tu vois. Donc ça veut dire que toi tu déçois ton père, mais de l'autre côté tu as ce besoin-là de rechercher l'amour et l'approbation de celui qui t'a engendré. Donc déjà je suis éloigné de ma mère pendant pas mal d'années, donc forcément l'amour maternel, tu ne le reçois pas comme tu devrais le recevoir. L'autre côté, celui que tu considères comme, on va dire, ton héros, il n'est pas forcément très intime avec toi, je sais dire ou pas. Il n'est pas forcément dans ce truc où il veut vraiment faire en sorte que ce fils soit heureux, tu vois. Ou après, je peux comprendre, tu vois, quand tes personnalités, tu voyages de gauche à droite, tu considères en fait que l'amour c'est ramener le pain sur la table, je te vêtis, je t'achète les derniers jeux de console et puis voilà. Mais après, tu sais, ça, c'est vraiment un problème qui est commun à tous les enfants tous les enfants de parents afro. C'est que généralement, nos pères, le côté où ils doivent exprimer leurs sentiments, soutenir l'enfant, pour eux, ça, c'est pas quelque chose de très important. Exactement. Ils se disent, ok, je dois pour que ça soit un diamant, une personne qui va briller et exceller dans tous les domaines de sa vie, je dois pas lui mener la vie dure, mais je dois le faire passer par le feu. Tu vois, après, comme c'est basé sur ça, tu vois, comme pour revenir sur ce que je te disais, donc tu te rends compte que quand j'arrive dans la période de mon collège, c'est-à-dire que je commence à faire pas mal de bêtises, et bien entendu, des mêlées judiciaires et compagnie qui font que je suis sorti du 91 et je repars chez ma mec. Ok. Tu vois. Et c'est là en fait que tout se déclenche en fait. Donc je t'avais dit que pendant que j'ai dû reconfiance en moi. Parce que ça c'est mon tempérament, c'est mon mindset. C'est-à-dire que même si mon daron ne mente pas, même si mon daron a du mal à exprimer ses sentiments, moi j'ai toujours été ces mecs là où je savais ce que je voulais, je savais ce que je valais. Tu vois. À la classe j'étais celui qui faisait toujours rire les gens, la star de l'école, je sais toujours pas donc que ça fait que, entre guillemets, faire grandir ma confiance en moi. Ok. Mais t'as vu quand je repars chez ma mère, déjà je retrouve une notion d'amour. C'est-à-dire que malgré tous les soucis que j'ai, où je me dis que ça va être très difficile de m'en sortir, tu vois, ma mère elle va comprendre que peu importe ce qui va arriver, tu deviendras quelqu'un de grand. Peu importe. T'as vu, moi j'ai toujours grandi avec ces paroles-là en fait. Ces paroles-là en fait elles sont toujours résonné. Et quand ma mère elle me dit ça, je sors du tribunal. Je vais me faire juger. Dieu merci, je suis mineur, je prends que les travaux d'intérêt généraux, mais je vais me faire juger à ce moment-là. Ça veut dire que dès l'instant où ma mère me dit ça, je me dis, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter et je vais tout faire pour atteindre les objectifs, peu importe, je ne sais pas c'est quoi. Mais je serai quelqu'un de grand. Si ma mère elle a dit, je ferai tout pour l'être. Tu connais, donc c'est-à-dire que forcément, il y a la réalité aussi qui te rattrape. C'est-à-dire que toi, tu as des objectifs, tu veux rendre fier tes parents. Et moi, à ce moment-là, je te dis, voilà, mère célibataire, la vie, elle est pas facile, j'ai 3 petits frères, ma mère, elle pouvait comprendre aussi que je dois te sacrifier. Tu vois. C'est-à-dire que je peux pas t'offrir tout ce que tu veux. Voilà. Mais malheureusement, c'est des petits frères qui prendront, mais toi, tu en pâtiras, mais je te donnerai tout l'amour dont tu as besoin. Et moi, ça n'a même pas été quelque chose qui m'a dérangé parce que je l'ai vu. Tu vois, ma mère, elle m'a mis face à la réalité. T'es une décennie, tu vas comprendre que voilà, on vit dans une petite maison, vous êtes 4, on est dans un F2. Je paye les loyers de mes factures tout seul. Je me démène pour que vous ne manquez de rien. À partir du moment où vous avez un toit sur la tête et de quoi vous vêtir, vous ne plaignez pas. J'ai essayé de vous faire plaisir un maximum et je lui dis, il n'y a pas de souci. T'as vu? Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je me suis préparé et je suis prêt. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe?
t'arrives à ce moment-là, j'arrive à Épinay, forcément 93, la drogue. Donc le moyen le plus facile de tomber et de se dire que je peux gagner de l'argent, c'est d'aller vendre. Ok. Tu vois? Je me suis dit, regarde, moi je suis là, j'ai pas de basket. La daronne de ma petite basket, tu vois, les 4 mois. Voilà, c'est dur, je te dis après c'est dur, mais vas-y tranquille. Donc forcément, tu sais le sirène en fait de la délinquance. Donc je suis parti vendre. Je suis parti vendre quelques temps, puis je me suis fait attraper par la mère. Comment? Ma mère m'a dit, je fais... Il faut que tu nous expliques cette scène, ça devait être vraiment mémorable. J'ai dit, attends, je t'ai dit, j'ai trop de trucs. Nous, comme ça, un jour, comme ça, on est au quartier. Il y avait un épicier comme ça, là, un Camerounais. Ouais. Il s'appelait Edmond, à la rue de Marseille. Edmond, il parlait trop avec ma daronne. Il dit, ouais, comme ça, Christine, t'as vu ton fils et tout, actuellement, là, il tourne pas bien. Comment il tourne pas bien? Il est en train de traîner avec un gars là-bas, là. Ils sont en train de vendre tout ça. Ah bon? Ok. Ma mère, elle est venue me chercher jusqu'au terrain. Elle me chercher jusqu'au terrain, elle m'a dit, il y a deux choix. Soit tu viens tout de suite, soit je veux des amis devant tes potes. Oui. Soit la honte, Oui. soit tu rentres. Donc tu connais. Qui va vouloir voir sa mère à poil? Personne. Non. Donc tu vois, naturellement, je suis rentré à la maison. Et c'est là que j'ai eu une très très grosse discussion avec ma mère. Et ça a été le deuxième élément déclencheur. Ma mère m'a dit, je préfère être pauvre et que tu ne manques de rien, que tu sois riche et que tu sois en prison. Tu vois, donc elle m'a dit, la vie est pas facile, mais t'as encore rien vu. T'as encore rien vu. Et En fait, si on comprend bien, cet aspect de ta vie était très important. Enfin, cet événement de ta vie est très très important. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que ta mère t'inculque déjà la philosophie qui va, avec la ligne directive, c'est la philosophie qui va vraiment conduire ta vie. Et tu vois, et pour faire un saut dans le futur, donc on viendra, tu vois, jamais je me serais dit que 10 ans plus tard, j'allais prendre ma mère, tu vois, et qu'en fait, ce qu'elle me disait, c'était la réalité, tu vois, que la vie est dure et que t'as encore rien vu. Parce que 10 ans plus tard, je perds ma mère, c'est laisse tomber, c'est une cicatrice indélébile. T'as capté? Et ça veut dire que quand elle me dit ça, je me dis, vas-y, pas de soucis. Là, tu vois que ça, le lendemain, je suis parti travailler, tu vois, le lendemain, je suis parti travailler, je suis parti chercher un travail. J'étais en stage. Et le stage, ils m'ont gardé, ils ont kiffé comment je bossais. J'ai dit, vas-y, on fait travailler tous les week-ends maintenant et toutes les vacances. Mais avant ça, pour te dire une anecdote, moi, quand j'allais au collège, je me travaillais avec une paire de baskets trouées. Tu vois, je me travaillais avec une paire de baskets trouées, chaussettes noires, pour camoufler les trous. Tu vois, mais quand j'allais au collège, je croyais que je graillais de fou. Bogart, tout, aspect, tout ça. T'as vu? Confiance en soi, je m'en foutais, tu vois, j'ai les baskets des trous, mais je savais ce que je valais. Et t'as vu, dès le jour où j'ai mélangé mon premier vrai salaire. Comment tu savais ce que tu valais? T'as dit quoi? Comment tu savais? Parce que déjà, de 1, comme je dis, j'ai toujours confiance en moi. Mais de 2, tu vois, quand ta mère, malgré tes fautes, elle trouve toujours le moyen de voir le meilleur en toi, comment tu vas pas te sentir malheureux? Tu vois? Ma mère, comme je dis, je la remercie jamais assez, elle m'a laissé faire mes fautes. Tu vois? Il y a beaucoup de parents qui tapent sur les doigts, oui, il faut savoir sévir. Tu vois? Mais moi, ma mère, elle a su sévir, elle m'a laissé faire mes fautes. Elle m'a jamais jugé pour les actes que j'ai posés, elle a toujours regardé à mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on arrive tout ça. Quand je prends mon premier salaire, la première chose que je fais, je m'achète une paire de baskets. C'est pour ça que quand tu vois sur mes réseaux, j'ai vu une paire de baskets. Tu vois? Ça, c'est un traumatisme. Parce que j'ai toujours dit que le jour où j'ai mangé mon premier salaire, le jour où je suis parti chez Nike m'acheter ma première paire de Jordan, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, plus jamais j'aurai des baskets trouées. C'est terminé. Plus jamais j'aurai ce traumatisme de me dire que je ne peux pas être chaussé. Selon mes envies. T'as vu? En fait, pour toi, les baskets, c'est vraiment, je vais pas dire la consécration de la personne que tu es, mais c'est vraiment le témoignage de, ok, je suis une personne qui n'avait rien, mais je me suis battu pour devenir la personne que je suis. Exactement. Et je ne suis pas arrêté au moment de j'ai les baskets trouées et je vais aller vendre de like. Exactement. Tu vois? Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, tu vois, à partir de là, tu grandis et tu grandis avec cet amour. Tiens, quand tu as l'amour des baskets, tu as l'amour de la mode. Donc, c'est-à-dire que mon amour pour les baskets,
ça a fait que accroître mon amour pour la mode. Tu vois? Sachant que à cette période-là, je suis éloigné de mon père, il n'y a rien qui fera qu'on finira par se réunir. Pour te dire à quel point la vie elle est spéciale. Tu vas te dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est comme ça qu'en fait, que mon amour pour la mode a grandi, que ma confiance en moi, elle a grandi, et qui a fait qu'aujourd'hui, que là, je suis en train de pour t'expliquer tout ça. Mais tu sais, je sais pas, selon moi, ta confiance en toi n'a pas grandi à cause de. Enfin, elle a grandi à cause de ses épreuves, mais elle a surtout grandi parce que les paroles de ta mère, c'était vraiment le. En fait, elle t'a transmis ton storytelling, dans le sens où elle t'a transmis ton histoire, une histoire sur laquelle tu devais t'accrocher. Et tu t'es tellement accroché à cette histoire que tu te dis, ok, je veux que cette histoire puisse se matérialiser. Et partout où tu allais, cette histoire était devenue comme un mantra. Je suis grand, je suis grand, je suis grand, je deviendrai grand, je deviendrai grand. Ça veut dire que même si tu étais confronté à des situations compliquées, à des situations qui te démontraient que, mec, t'es rien, t'es zéro. Tu te disais, non, je suis pas zéro, je suis quelqu'un, je sais que je suis quelqu'un, c'est ça, à cause de ce mantra-là. Exactement. Donc c'est clairement là, tu as tout défini, tu vois, pour te dire. Donc c'est-à-dire que moi, en grandissant, c'est-à-dire que, tu as vu, même quand j'obtiens mon diplôme, j'obtiens mon permis, pour moi, je considère que c'est des consécrations, tu vois. Mais ma mère, elle a aucune larme, limite aucune joie, je comprends pas pourquoi, mais elle me dit, j'avais raison. C'est le premier mot qu'elle dit, c'est que j'avais raison. Et je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi il y a pratiquement 10 ans? Des années plus tard, les gens viendront te remercier. Les gens viendront s'excuser. Et les gens comprendront qui tu es. Tu as vu, moi, le fait d'obtenir mes diplômes, ça a été un certain passeport, une certaine réhabilitation pour aller voir ma famille me dire que voilà. Certes, le début du livre n'était pas très bon, mais il y a eu des chapitres en même temps. Et là, on arrive à un chapitre où je vous dis que je suis un peu de lire à l'heure. Quoi? C'est pas un bébé. C'est pas ça un bébé là. Pour une personne qui est assise en train de me regarder préparer, tu parles un peu beaucoup. C'est pas ça un bébé. Non, je pense ici ça va être un bébé. Ouais, mais c'est-à-dire quoi? Faut que je lame. Il faut que je lame ça comme si j'ai pris une peau de dorade, une peau de macabre. Non mais pas comme ça, toi aussi. Viens, on recommence. Voilà. Attends. C'est un pain perdu. Tu vois, un pain perdu, il faut l'imbiber. L'imbiber. Et il doit se manger le plus rapidement possible. L'imbiber. On sent la fatigue. Hein. Ouais. Tu sens que c'est. La vie, c'est comme un pain perdu. Il y a des préparations, il y a des couacs, Ok, spéculant. mais au final, la finalité, c'est que tu manges ton pain perdu. Ok. C'est clairement ça. Donc tout ça pour dire que peu importe les problèmes dans votre recette, le plus important c'est d'arriver à la fin et d'être satisfait de la recette. Vous avez entendu le grand philosophe Sartre à côté de ça, il a dit la vie c'est comme un pain perdu. Et puis il y a la sucre. Une. Non, c'est réellement un pain perdu. Mais maintenant la question c'est pourquoi ça part pas? Est-ce que j'ai mis assez d'eau ou pas? Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai Alors, je crois qu'il faut faire des trous pour que ça rentre. Ben oui! Depuis! Ah, t'avais pas fait les trous! Ah, t'avais pas fait les trous! Ah, tu n'avais pas fait les trous! Ah ouais, quelle erreur de débutant! Pourtant, on le dit, les trous. Là, ça a la gueule! Là, c'est un pain perdu. Il s'est vraiment perdu. Par contre, pas tout griller, hein, parce que là, je sens que ça commence à griller. Restez proche.
drip, le flow du jour, drip, le flow du jour, drip, le flow du jour, drip. On arrive avec Dr. Glide. Pour glisser, du glide. Comme dirait DJ Khaled. Jean flair. Toujours le flair. Le flair. Ensuite, petit t-shirt Zara. Col montant. June Life, donc qualité supérieure. Veste Chicago Bulls, bien entendu. Turn around, turn around, turn around. Turn around, turn around. Tu veux que je tourne. Voilà. Et on arrive. Casquette Chicago Bulls, toujours. Donc, là c'était léger. Que vous même en léger, on n'est jamais trop léger. On en voit toujours quoi. Donc, restez branchés. C'est tout ce que j'ai à dire, restez branchés.